Hello! Aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'Eurovision qui arrive prochainement sur nos écrans. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas quelque chose que je regarde spécifiquement. En fait j'aime bien écouter les différentes musiques qu'il y a eu après, regarder environ les 10 premières minutes à chaque fois, mais ça me fatigue un peu vite. Mais cette année je vais essayer de regarder quand même un peu plus. En fait j'aime beaucoup le concept, je sais pas pourquoi ça a pas... Enfin en fait c'est pas un truc que je regarde depuis que je suis petite. J'ai des amis, genre c'est hyper important chez eux, c'est une tradition de regarder l'Eurovision. Chez moi, pas du tout. Mais bon, dites-moi vous, quelle est votre relation avec l'Eurovision? Dans tous les cas, c'est un concours qui existe depuis très longtemps et donc je me suis dit qu'il devait y avoir plein d'anecdotes un petit peu insolites, un petit peu sympathiques. Donc je suis allée rechercher tout ça et je vous amène tout ça aujourd'hui, ainsi qu'une petite présentation d'où ça vient, tout ça. On est parti. L'Eurovision, ou le concours Eurovision de la chanson de son nom complet, ou encore Eurovision Song Contest en anglais, est un événement qui est donc annuel, organisé par l'Union Européenne de Radio-Télévision. Il réunit donc les membres de cette union lors d'une émission télévisée qui est diffusée dans tous les pays membres de cette union, en direct, et également diffusée sur internet, qui est un concours musical entre les différents pays. Il a été inventé par le directeur général de la télévision publique suisse, qui s'appelle Marcel Besançon, et sa toute première édition a eu lieu le 24 mai 1956. Ça remonte, hein. C'était en Suisse, c'était dans la ville de Lugano, et à l'époque, seuls 7 pays avaient participé, donc les 7 pays fondateurs, et la France en faisait partie. En fait, de base, ils avaient créé ce concours-là parce qu'on était à une époque où on cherchait un peu à fédérer les différents pays européens, et à créer des vraies relations entre les pays européens. Et donc c'était une manière de partager quelque chose ensemble, partager un bout de culture et avoir une émission commune. Depuis, la compétition s'est tenue chaque année sans faute pendant 64 ans jusqu'à le Covid. Du coup, l'édition 2020 n'a pas pu avoir lieu. Le nombre de pays participants n'a pas cessé d'augmenter, bien entendu, passant de 7 à environ une quarantaine maintenant. Bien sûr, à travers les décennies, le concours il a beaucoup changé. De base, on n'avait pas le droit de faire une chorégraphie. Enfin, vraiment, ça a énormément évolué. Et puis ça a évolué, bien sûr, avec les changements, je dirais, technologiques, les changements musicaux et autres. À savoir que les pays les plus titrés sont la Suède et l'Irlande qui se partagent 7 victoires chacun. Bon, maintenant, c'est bien mignon, mais parlons un petit peu anecdotes insolites et choses inattendues que j'ai découvertes sur l'Eurovision. Première chose qui m'a beaucoup choquée, c'est que le playback est interdit. Donc il ne faut pas qu'il y ait de voix préenregistrée, il faut vraiment que ce soit un chanteur qui chante en live lors de l'Eurovision, mais rien ne stipule que ça doit être le Gugus qui est sur scène qui chante, c'est-à-dire que parfois on a eu des pays où on avait le performeur qui chantait, soi-disant, et en fait le vrai chanteur se trouvait à l'arrière de la scène. Je ne savais pas, mais voilà. Maintenant ça va trop me perturber, je vais regarder, je vais essayer de voir s'il y a des gens en arrière-plan qui chantent. Mais voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour le côté instrumental, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que jusqu'en 1999, c'était un orchestre qui jouait les chansons, enfin derrière, qui accompagnait les chansons. Et depuis 2000, en fait, il y a une règle qui interdit que ce soit un orchestre, et donc ils jouent uniquement sur des sons qui sont enregistrés. Et si vous voyez des musiciens, en fait, ces musiciens jouent en playback. Donc ça je sais pas pourquoi, si vous avez la réponse dites-le moi. J'ai une grande nouvelle pour vous, une nouvelle anecdote absolument exceptionnelle. Vous connaissez la chanson Papa Pingouin? Je ne vais pas vous la chanter, je ne vais pas vous faire cet affront, mais je pense que vous l'avez dans la tête et vous me détestez déjà parce qu'elle va rester dans votre tête toute la journée. Et vous attendez un peu à ce que je vais vous dire, mais ça vient de l'Eurovision. Oui. En 1980, les jumelles Sophie et Magali ont présenté cette chanson pour l'Eurovision pour le Luxembourg. Elles ont terminé 9e sur 19, mais cette chanson a été reprise sur YouTube plus tard, dans les années 2006, vous savez, avec Piglou, je crois. Et du coup, là, ça a de nouveau fait un carton. On compte quand même plus de 60 millions de vues sur YouTube. À savoir qu'en France, le concours de l'Eurovision est déjà très regardé. On parle de 4,8 millions de téléspectateurs en 2019, qui correspond environ à 30,2% de départ d'audience. Mais en Islande, ce chiffre a atteint les 95,3%. On avait plus de 182 millions de téléspectateurs qui regardaient ça en 2019. Donc je pense qu'en Islande, c'est vraiment très important l'Eurovision pour eux. Enfin, très important, je pense que c'est une petite tradition quoi.
En 1964, en fait, on n'avait rien prévu pour départager les éventuels ex-aequo, si bien qu'on a 4 pays qui sont arrivés premiers. La France, le Pays-Bas, les Royaumes-Unis et l'Espagne. Du coup, ils n'ont même pas eu assez de médailles pour tout le monde et c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, un nouveau système a été mis en place pour départager les ex-aequo. Et figurez-vous que c'est quand même un petit peu compliqué. On est sur si 2 pays arrivent ex-aequo, la chanson ayant reçu le plus grand nombre de points, puis le plus grand nombre de télévotes remporte. Mais imaginons qu'on arrive de nouveau à égalité. On compte alors combien de 12 points, qui est le score maximal que vous pouvez obtenir, la chanson a obtenu. Et donc, celle qui aura remporté le plus de score maximal gagne. Mais si on est encore à égalité, cette fois-ci ils ont tout prévu, c'est la chanson qui va être présentée en premier dans l'ordre lors de la soirée qui remporte. Ça c'est pas... Ils avaient plus d'imagination pour la dernière règle je pense. Mais voilà. En 1995, la chanson qui a remporté s'appelait Nocturne de Secret Garden pour la Norvège. Et il faut savoir que cette chanson, sur tout le temps qu'elle durait, ne comportait que 25 mots en tout. Comme quoi parfois il ne faut pas trop se prendre la tête. Chose qui m'a aussi étonnée, c'est qu'on parle des membres de l'Union européenne de la radio-télévision. Et on sait tous que l'Australie participe à l'Eurovision. Donc j'ai fait une petite recherche, mais le concours était déjà en fait très regardé et très suivi en Australie, donc ils ont dit ok. Donc ils ont dit ok, lors des 60 ans de l'Eurovision, ils ont dit d'accord, on va laisser l'Australie passer, parce que voilà, ce sera quelque chose de différent pour les 60 ans, petite fête. Mais depuis, ils s'accrochent et ils reviennent tous les ans. À savoir aussi qu'il y a un âge légal, vous devez être âgé d'au moins 16 ans pour participer à l'Eurovision. D'ailleurs, il y a un Eurovision Junior si vous êtes plus jeune. Si ça vous intéresse de participer à l'Eurovision, sachez que... Bref, passons. Et cette règle n'a été instaurée que plus tard, puisqu'en 1986, on a la chanteuse Sandra Kim qui a participé pour la Belgique et elle a dit qu'elle avait 15 ans, alors qu'en réalité, elle en avait 13 et à l'époque, ça avait fait un petit peu polémique. Et enfin, chose que j'ai découvert qui m'a un petit peu, pas étonnée, mais intriguée, on va dire, c'est que lorsque les pays organisent l'Eurovision et qu'ils doivent donc recevoir, bien sûr, tous les pays, ils doivent également, un peu à la manière des Jeux Olympiques, prévoir un Eurovillage. Un village avec tous les petits... Exactement comme les villages olympiques en fait, avec tout... Enfin, qui doit être capable d'accueillir les différentes délégations, avec des choses pour manger, pour machiner, pour trucs. Et on a même un Eurobar pour qu'ils puissent chacun aller fêter la victoire, ou puis même le passage de leur équipe. Et dans l'Eurovillage, il doit y avoir plusieurs animations pour occuper bien sûr les différentes délégations. Franchement, ça doit être sympa. J'aimerais bien être impliquée sur l'organisation de ça. Si vous avez besoin de moi sur les JO ou sur l'Eurovision, appelez-moi. Je pars dans n'importe quoi, mais c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos petites idées. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir, que ce soit sur une émission, une célébrité ou autre, je me ferai un plaisir de vous la faire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!